Eh bien, bonjour à tous. Il est 11h49. Nous allons commencer l'événement d'aujourd'hui. Je me présente, Michael Sinatra. Je suis le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques et c'est mon grand plaisir de lancer cette nouvelle série cette année en collaboration avec le département d'histoire de l'art et études cinématographiques. Je remercie la directrice Suzanne Paquet d'avoir accepté de faire cette série avec le Centre cette année et mes collègues Martha Bonny et Emmanuel Château-Duquier qui ont organisé les 3 événements cette année, donc une conférence aujourd'hui d'Ariane Midley, dans 2 semaines, Lorraine Tilton et Stephen von Allen en 1 mois. Regardez les informations sur le centre du CRIN pour plus de détails. Et sans tarder, j'invite ma collègue Martha Bonny à nous présenter notre conférencière invitée. Bonjour tout le monde, très content d'être là et merci Ariane d'être venue nous voir. Et donc, j'ai préparé quelques mots pour te présenter. Ariane, tu es maîtresse de conférence en études anglophones à l'université. Non, tu es professeur. On recommence. Professeur en études anglophones à l'université Paris 7, spécialiste de culture visuelle, notamment de séries télé américaines, notamment donc du 21e siècle et de l'adaptation cinématographique et télévisuelle d'œuvres littéraires. Tu es une spécialiste donc de séries télé et sur leur, tu travailles beaucoup sur leur évolution esthétique et dans l'époque notamment du numérique. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir aussi comment certains objets sont étudiés à partir d'une perspective donc issue des humanités numériques. Nous allons le voir. Tu as travaillé sur The Wire, Soprano, Mad Men, comme on va voir aujourd'hui, Better Call Saul ou encore The Good Wife. Tu as co-dirigé la sérialité à l'écran, comprendre les séries anglophones, sortie en 2020, et Exploring Seriality on Screen en 2021. Tu es aussi l'autrice de The Wire, Les règles du jeu, 2016, et nombreux articles sur les séries américaines. Tu co-diriges la revue TV Series et donc aussi la collection Serial aux presses François Rabelais de Tours. C'est intéressant, donc, aux séries à l'ère du tournant numérique, nous allons voir comment l'essai vidéo s'inscrit dans tes pratiques. Et remarquons aussi que tu as organisé un colloque récemment sur le vidéo-essai, justement, le 14-15 octobre 2021, donc avec une perspective d'humanité numérique pour comprendre les séries télé et les études audiovisuelles. Merci Ariane d'être là. On va écouter. Merci infiniment, Michael et Martha. Merci beaucoup de cette invitation. Moi, je suis très, très contente d'être là en vrai et pas seulement en image et en son aussi, même si on est en format hybride. C'est peut-être paradoxal pour parler justement de la manière dont on peut utiliser les images et les sons pour penser et pour faire de la recherche d'une manière nouvelle par le biais de ces essais vidéo. Donc, vraiment, mille merci pour cet accueil et pour cette venue à Montréal, qui est mon premier voyage professionnel depuis le Covid. Donc, ça fait du bien. Donc, ma présentation aujourd'hui sera organisée en 2 temps. Je vais d'abord faire une sorte de petit panorama général de cette forme de l'essai vidéo, aussi dans le contexte des humanités numériques, les grands enjeux de définition, d'éditorialisation, les origines, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous montrer l'essai vidéo que j'ai réalisé sur Mad Men, notamment dans une perspective intermédiale. Je sais que l'intermédialité, c'est quelque chose qui a été au cœur de grandes recherches québécoises. Donc voilà, ce sera une manière d'aborder l'apport de la forme du vidéo essai, de l'essai vidéo, pour ce travail sur l'intermédialité en lien avec les séries télé. Donc, mon université a changé 3 fois de nom. Donc là, j'ai mis le plus récent, c'est Université Paris-Cité. Voilà, pour préciser un petit peu. Alors, commençons d'abord par cette idée d'une forme en plein essor. Et comment cette forme de l'essai vidéo, même si elle a des origines bien plus anciennes, s'intègre pleinement dans notre environnement numérique, notamment grâce au web 2.0. C'est difficile d'imaginer la prolifération de ces vidéos qu'on a connues ces dernières années sans YouTube, sans Vimeo, sans ces plateformes qui permettent de les voir, de les partager. Difficile d'imaginer aussi la forme de l'essai vidéo et sa popularité sans comprendre la démocratisation de l'accès à la fois aux fichiers vidéo, c'est-à-dire pouvoir travailler avec les images et les sons, il faut bien les avoir sous la main en quelque sorte, donc avoir accès aux fichiers, avoir la capacité de stockage pour pouvoir les stocker, les manipuler.
La démocratisation aussi des logiciels de montage qu'a représenté l'accès à iMovie, Final Cut Pro, Adobe Premiere, qui aujourd'hui sont vraiment tout à fait accessibles à tout le monde, sans compter bien sûr les logiciels gratuits comme DaVinci Resolve. La popularité de la forme se voit aussi par la multiplication des abonnés, des chaînes YouTube, comme la chaîne historique Every Frame a Painting, par exemple, qui a été créée par Tony Zhao, qui, depuis, a été engagé par Netflix pour faire la série de ses vidéos qui s'appelle Voir, qui est disponible sur Netflix depuis 2021. On voit la variété d'usages de l'essai vidéo aussi dans ce commentaire d'un internaute qui dit que Video Essay is what I have been using as ASMR for the last 3 years. Donc, plein d'utilisations possibles et une forme qui émane de personnalités, de types de compétences très différentes, c'est-à-dire des fans produisent des essais vidéo, des monteurs professionnels, des vidéastes, mais aussi de plus en plus des universitaires, des enseignants, des étudiants. C'est de plus en plus un type d'exercice que l'on demande aussi à nos étudiants pour démontrer leur capacité d'analyse et de réflexion sur essentiellement les objets audiovisuels, mais pas seulement. Alors, ça s'intègre bien sûr dans l'époque des humanités numériques, mais les origines remontent bien au-delà. Pour cette petite synthèse, je m'inspire d'un cours qui est disponible en ligne et qui est très bien fait, très détaillé et très synthétique, qui émane de Nina Jones et Rob Stone. J'ai mis le lien ici, où il retrace un petit peu, il donne beaucoup d'exemples des origines que l'on peut identifier pour les essais vidéo. Par exemple, le cinéma documentaire ou le cinéma d'avant-garde, qui depuis longtemps essaye de développer des concepts, des angles d'analyse, de présenter des idées, plutôt que de raconter des histoires. Bien sûr, le cinéma ne fait pas que raconter des histoires. On a aussi depuis longtemps des films qui sont qualifiés de films essais. Quand on pense au film de Chris Marker, par exemple, on voit bien à quel point la forme cinématographique contient une pensée et développe une pensée, pas seulement par un texte, mais bien par une combinaison d'images et de sons. L'essai vidéo se relie aussi aux pratiques de vidéo amateurs. C'est progressivement que nous nous sommes tous appropriés cette capacité de faire des films avec d'abord des caméras Super 8, puis avec les cassettes vidéo, les caméscopes, et enfin aujourd'hui, bien sûr, tout le monde avec notre smartphone peut très vite, très facilement créer ces images et ces sons. Et les essais vidéo sont aussi à relier, à mon avis, à cette longue tradition de la cinéphilie, de volonté de partage, de cette analyse du cinéma, de médiatisation d'une passion et d'un intérêt pour que ce soit le cinéma d'ailleurs ou les séries, avec cette nouvelle forme qu'est la sériphilie. Difficile d'imaginer en revanche, bien sûr, la forme de l'essai vidéo telle qu'elle est devenue sans prendre en considération la création de contenu numérique et la capacité d'éditorialisation qui est désormais à notre disposition sur Internet à travers les plateformes, les communautés. Donc, les essais vidéo sont vus, partagés, les formes et les formats s'influencent, se définissent, se construisent aussi par cette possibilité collaborative que représente Internet. Alors, une fois qu'on a retracé ses origines, qu'est-ce qu'on appelle un essai vidéo? L'intérêt de la forme, il me semble, en tant qu'universitaire, est aussi le fait que cette définition n'est pas complètement fixée. On n'a pas encore des critères très rigides ou très arrêtés de ce qu'on appelle essai vidéo. On a vu une multiplication d'appellations. On voit par exemple l'expression critique vidéographique qui a été développée notamment par les pionniers du genre comme Jason Motel à Middlebury, Catherine Grant en Angleterre, qui ont développé cette notion d'écriture par le mode vidéo. Et en somme, c'est assez simple. Un essai vidéo, c'est
une vidéo qui développe une idée ou un argumentaire sur le film, par le film. Et moi, j'y vois aussi peut-être un lien avec ce que Didier Huberman appelle une forme visuelle du savoir lorsqu'il parle de l'Atlas Mnémosyne dans son ouvrage Atlas ou le gai savoir inquiet, et où il montre que de travailler à partir de cette combinaison, de ce montage d'images, qu'il s'agisse d'images fixes ou, dans le cadre de l'essai vidéo, souvent des images en mouvement avec du son, ça crée une autre forme de savoir, un autre mode de pensée. Et les manières d'aborder cet exercice, ce travail, ce type de création, recherche, sont assez diverses. Ça peut être sur le mode dialogique. On peut imaginer associer, par exemple, une table ronde qui serait illustrée, qui serait associée à un montage d'images. Ça peut être très ludique, comme simplement prendre une contrainte et choisir, sélectionner dans un film tous les fondus enchaînés et les mettre les uns à la suite des autres et voir ce que ça crée comme discours sur le film, plutôt comme pensée sur le film. Ça peut être expérimental, comme le fait beaucoup, par exemple, Johannes Binotto en Suisse, qui expérimente notamment avec la technique, qui s'amuse à mettre des ondes électromagnétiques près d'un lecteur numérique pour voir les interférences que cela produit et quel type d'image cela produit. S'intéresse beaucoup à nos modes de voir qui sont liés au numérique et aux médiations numériques. Ou cela peut se rapprocher peut-être un petit peu plus d'un essai textuel classique en étant argumentatif avec une voix off. C'est l'exemple que je vous présenterai. Moi, dans mon film, j'ai eu besoin de cette voix off pour mener une réflexion aussi par le texte. Je pense que le texte a aussi sa place, souvent, au sein des essais vidéo. On remarque que dans ces essais vidéo, c'est souvent le montage qui constitue l'écriture, plutôt que le tournage de nouvelles images. Mais on voit que ça aussi, ça évolue. Il y a des essais vidéo absolument passionnants qui ont été faits ces dernières années, qui reposent aussi sur de nouvelles images, comme un film de Kevin Bealey, qui lui aussi est un pionnier du genre, quelqu'un qui invente des formes, qui se filme lui-même allant devant un bâtiment qui était un ancien cinéma et qui confronte ses souvenirs d'un visionnage de film à l'extérieur d'un cinéma qu'il filme. Donc on voit que là aussi, l'idée que seul le montage compte évolue un petit peu. Et au-delà de la caméra ou du logiciel de montage, on voit aussi que l'interface écran constitue un outil de réflexion, un véritable espace de travail, une sorte d'interface de pensée que l'on peut scénariser pour représenter littéralement à l'écran notre manière de faire des recherches, d'ouvrir une fenêtre où on commence à regarder un extrait de film, d'interagir par Zoom avec un collègue ou un créateur qu'on va interviewer, dont on va insérer un bout de dialogue dans le film au final. Donc, c'est la forme dont je parlerai dans quelques minutes du desktop video essay qui vraiment explore cette interface écran et cet écran d'ordinateur et qui la scénarise pour représenter le fait qu'aujourd'hui, de fait, et d'autant plus depuis 2 ans, nos modes de pensée, de communication, d'échange, de réflexion, de divertissement passent par cette interface écran et qu'on peut se l'approprier pour justement explorer la manière dont on fait cette recherche. Alors, du point de vue des formes, donc là, je résume un petit peu ce dont j'ai déjà parlé. On voit qu'il y a tout un panel de possibilités, depuis des formes très explicatives jusqu'aux formes les plus poétiques ou les plus expérimentales. Et là, je mets quelques exemples. Là, on n'a pas le temps de voir beaucoup d'extraits, malheureusement, mais je vous encourage vraiment à aller voir ce que fait, par exemple, Max, alors, je ne sais plus s'il faut dire Toline ou Toline, qui explore, par exemple, l'histoire du supercut. Le supercut étant l'idée voilà, de faire une sélection de passages autour d'une thématique, par exemple, un essayiste a fait un essai avec tous les passages dans des films de Hitchcock où on voit les yeux des personnages qui ne parlent pas, mais les gros plans ou les très gros plans
sur les yeux pour représenter bien sûr l'importance du visuel, du regard, du voyeurisme dans les films de Hitchcock. Donc on a juste un montage de ces différents plans qui ont un véritable discours critique sur les films d'Hitchcock sans qu'il y ait besoin d'une introduction, 3 parties et d'une conclusion. Donc le supercut, c'est un exemple de modalité. Le mash-up aussi, quand on se fait se rencontrer 2 films ou 2 œuvres, et la juxtaposition des deux, qu'il s'agisse d'une juxtaposition consécutive par le montage ou visuelle par le split screen, par exemple, suscite une réflexion sur ces objets. Cela nous les fait voir différemment. On a aussi toute une réflexion, on voit toute une réflexion sur cette critique paramétrique. C'est Alan O'Leary qui récemment dans la revue Nexus a écrit un article qui prône des essais vidéo vraiment où l'humain s'efface, où c'est la machine qui produit une réflexion et où justement le fait de choisir des paramètres qui ne sont pas forcément rationnels ou bien posés rhétoriquement nous aide aussi à comprendre la manière dont notre rapport au monde et aux images en mouvement est médié par les machines. Et donc, déléguer un petit peu la réflexion à la machine permet de décentrer nos discours et nos réflexions. Ce que je trouve aussi passionnant dans le champ des essais vidéo tel qu'il est en train de se structurer depuis une quinzaine d'années, non moins, une dizaine d'années, c'est la dimension collaborative de la recherche. Par exemple, Ariel Avissar, un collègue israélien, a lancé le projet The TV Dictionary, et la seule contrainte, c'est on prend une série, on prend un mot, et le texte qui apparaît à l'écran, c'est la définition. On peut s'inspirer de différents dictionnaires. Et le montage, ensuite, les éléments que l'on garde de la série doivent bien sûr interagir avec ces définitions. Et le choix d'un mot et d'une définition permet là aussi une sorte de réflexion sur la série qui a été choisie. Pour moi, l'une des formes les plus novatrices et les plus étonnantes qui soit apparue dans ces dernières années, c'est bien ce desktop documentary, que je ne saurais pas trop traduire en français, où le chercheur ou la chercheuse, le ou la vidéaste, se met un peu en scène à travers cette interaction avec l'écran d'ordinateur. Et souvent s'intègre elle-même ou lui-même à l'écran, notamment grâce, par le biais de la webcam, d'un bref passage sur Zoom. Et cette intégration du chercheur ou de la chercheuse n'émane pas d'une impulsion narcissique, mais c'est vraiment une manière de nous interpeller sur notre propre réception. C'est une manière souvent aussi d'aborder nos objets de recherche, enfin leurs objets de recherche, moi je n'ai pas fait de desktop documentary, de manière assez humble en situant leur approche et en reconnaissant aussi le corps du chercheur. Je trouve que dans le domaine universitaire, on a tendance souvent à considérer qu'on est des purs esprits. Et paradoxalement, ces desktop documentaries qui sont faits pour être partagés de manière numérique, digitale, etc., souvent parviennent à convoquer aussi la présence corporelle de son créateur ou de sa créatrice. Donc là, je vous encourage vraiment à regarder, il y en a plusieurs, mais moi, les 2 qui m'ont vraiment marqué, ça a été le premier qu'a fait Kevin Billy, qui s'appelle Transformers, The Pre-Make, en 2014, où il se rend sur les lieux de tournage de Transformers et il essaye de filmer un petit peu les explosions de loin. Et il s'intéresse aux fans qui vont sur ces lieux de tournage et qui ensuite mettent leurs vidéos amateurs sur YouTube. Et il remarque qu'il y a certaines vidéos de fans qui sont conservées et d'autres qui sont évacuées sur demande du studio. Et donc, il s'interroge sur la stratégie marketing qui fait que certaines sont acceptées et d'autres sont éjectées. Et donc, il y a une partie de tournage réel, une partie aussi de scénarisation de son interface écran. L'autre exemple, c'est Forensicness d'une Française, de Chloé Galibert-Lenné, qui commence un postdoc en Suisse avec Johannes Binotto, qui, là aussi, s'intéresse à notre... alors, elle part
film indépendant qui analyse la manière dont les internautes, notamment sur les forums Reddit, analysaient et suranalysaient toutes les images qui étaient disponibles lors des attaques terroristes durant le marathon de Boston. Et les internautes essayaient de trouver des indices et de résoudre, en fait, de trouver des indices qui permettraient d'expliquer cette attaque terroriste. Et elle-même s'interroge justement sur sa fascination envers ce type de vidéo et sur notre volonté de forer, de drill ces images au plus profond pour essayer d'y trouver une sorte de vérité qui nous échapperait de prime abord. Et donc, elle s'intègre fortement à son film. Et les deux sont disponibles sur Internet. Alors, la floraison et la variété de ces formes n'est pas sans poser question et sans poser les questions des méthodes. C'est-à-dire, si on n'en a jamais fait, on dit quand même maîtriser un logiciel de montage, ça prend du temps, quelle part de l'écriture, par quoi on commence, etc. Alors, certes, il y a une part d'écriture. Moi, je commence à en faire à mes étudiants, notamment. En même temps, l'écriture, à mon avis, ne doit pas complètement préexister par rapport à l'essai. On ne peut pas, je pense, partir d'un texte écrit et essayer simplement de l'illustrer, ça ne marche pas. On voit qu'il s'agit vraiment d'une démarche de scénarisation, de penser une écriture par rapport à une mise en image et à une mise en son. J'en reparlerai pour l'exemple plus précis de mon essai sur Mad Men. Ensuite, bien sûr, il y a ces compétences techniques qui est d'arriver à trouver, à capturer des images et à maîtriser le logiciel de montage, à les traiter aussi et arriver à avoir une pratique du logiciel qui permette aussi de faire émerger des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. C'est vrai que quand on regarde un film, quand on charge un film sur, pour mon cas, Final Cut Pro, tout à coup, on le voit différemment parce qu'on va identifier on va étiqueter certains plans, les différentes passages de musique, par exemple, vont apparaître. Donc, tout à coup, ça nous donne une manière de voir qui est autre, qui n'est pas du tout la même que celle qu'on aurait si on regardait simplement à la télévision ou sur VLC même. On en parlait hier avec Martha, il se pose aussi la question quand même des droits. C'est-à-dire qu'on sait à quel point le droit à l'image est devenu très compliqué dans cette époque où pourtant on n'a jamais autant partagé d'images en mouvement. Donc, avons-nous le droit de réutiliser ces œuvres qui émanent d'auteurs et quelle est la législation Alors, de fait, je pense que les essais vidéo existent, à mon avis, dans le domaine du fair use. On voit que des revues universitaires publient des essais vidéo, que sur Vimeo, on en a énormément et qu'elles ne sont pas retirées le plus souvent d'Internet. Néanmoins, on sait que sur YouTube, ce n'est pas le cas. Par exemple, je pense que si je mettais mon essai sur YouTube, il serait retiré au bout d'assez peu de temps. Mais cette idée de bien préciser à chaque fois que c'est for study purposes only, voilà, que c'est dans une approche universitaire qui ne fait pas d'argent, bien sûr, à partir de cette production qui sert les deux, peut-être d'une part d'être en paix avec notre conscience, et aussi de créer, à mon avis, un contexte juridique comme on a le droit de citer des textes dans une analyse universitaire. Il me semble qu'on a le droit de citer des films, des séries, des jeux vidéo dans une perspective universitaire sur ces objets-là et sous forme audiovisuelle. Alors, j'ai mentionné le fait que des revues universitaires désormais intégraient des essais vidéo. La première et la plus célèbre, c'est la revue In Transition, créée par Jason Mehta, Catherine Grant et Christian Kitty, je crois. Je crois que c'était en 2014, qui a été aussi financée. Et de plus en plus, on voit de grandes revues spécialisées sur la culture visuelle, le cinéma ou les séries, intégrer des essais vidéo comme Nexus, par exemple, Tecmerin en langue espagnole. Voilà, donc ça se développe énormément. Et il me semble que ça invente aussi de nouvelles formes d'évaluation de la recherche. Parce que cette question de l'évaluation est délicate, notamment quand on a affaire
à des essais très expérimentaux. Comment est-ce qu'on évalue un essai vidéo qui n'aurait presque aucune source, qui aurait plus un abord poétique, créatif. Et il me semble que les revues, justement, comme In Transition, ont inventé de nouvelles formes passionnantes de peer review, puisque les peer reviews sur In Transition sont publiés en même temps que l'essai, c'est-à-dire que l'essai vidéo est publié, un petit texte aussi accompagnateur est publié par l'auteur, et les deux peer reviews sont publiés, donc pas dans une logique oui ou non, mais dans une logique d'enrichissement de la publication. Et de réflexion constante sur ce que peut l'essai vidéo que le texte ne peut pas faire, et inversement. Il ne s'agit pas de dire oublions le texte c'est has-been et l'avenir appartient aux images en mouvement, bien entendu. C'est un nouveau mode d'expression, un nouveau mode de réflexion qui n'a pas les mêmes attributions, mais les mêmes buts au final que le texte. Alors, je vais passer assez vite sur les ressources. Je pense qu'on pourra peut-être partager le PowerPoint par la suite, mais si c'est des choses dont vous n'êtes pas trop familier et qui vous intéressent, voilà, passez un peu de temps sur le site de In Transition, de Techmerine, de Nexus, ou simplement sur les pages personnelles des grands essayistes vidéo, notamment la page de Kevin Billy, par exemple, qui s'appelle alsolikeLife.com, qui est une mine de ressources et d'exemples qui est vraiment extraordinaire. Alors, voilà, on est à peu près dans les temps et je vous propose maintenant de passer à l'exemple concret qui est mon essai sur Mad Men, que je vais vous présenter très rapidement avant de vous le montrer. Il fait 20 minutes à peu près. Donc, ça faisait un certain temps que je travaillais sur Mad Men. Je travaillais notamment sur les fins d'épisodes, le fait que chaque épisode se termine par un morceau de musique, que ce soit une chanson ou autre, qui jette une lumière particulière sur l'épisode qui vient de s'achever. Je travaillais aussi sur la dimension extrêmement référentielle, sur tout ce que Mad Men nous dit de The American Dream, que ce soit pour des conférences ou des cours. Et je me suis retrouvée à revenir assez souvent à ce passage qui clôt l'épisode 6 de la saison 1, qui s'appelle Babylon, et qui se termine avec un moment musical, comme vous allez voir, que je trouvais assez hypnotisant et fascinant. J'ai commencé à l'analyser et à chaque fois que j'y revenais, je trouvais une nouvelle référence, une nouvelle ramification dans cette référence babylonienne. Et donc, je passais un peu plus de temps voilà, à regarder, à lire, à surfer un petit peu sur Internet. Et à chaque fois, je me disais, ah oui, il y a un lien aussi avec ça. Et donc, l'essai vidéo m'a permis de suivre cette espèce de déambulation intermédiaire, sans forcément lui donner une forme très, comment dire, très linéaire, justement. Vous verrez, l'essai est un petit peu cyclique. Je reviens régulièrement à ces mêmes images et ça reflète le processus qui, il me semble, fait partie de la recherche, notamment par rapport à l'intermédialité et aussi la recherche qui est fondée sur une analyse de détail, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à un petit moment et puis on s'intéresse, tout à coup, ça nous entraîne vers un autre contexte, vers des autres concepts théoriques qui nous font revenir à ce passage et on le voit différemment. Et donc, c'est un passage qui se charge petit à petit d'une signification nouvelle ou d'émotions nouvelles aussi. Et c'est aussi ce que j'ai retrouvé, c'est le type de plaisir que j'ai ressenti à la création de cet essai vidéo, c'est-à-dire que quand on travaille sur l'intermédialité, c'est très plaisant le moment de la recherche, c'est-à-dire qu'on voit des images, on écoute de la musique, on chante, il y a une dimension très sensorielle de cette recherche qui, lors du passage au texte, est forcément un petit peu asséchée, puisqu'on passe d'une dimension multiple, d'une dimension proprement intermédiaire, à un médium purement textuel. Et la description prend aussi énormément de temps. Tandis que, bien sûr, le fait de pouvoir manier directement ces images et ces sons par le biais du logiciel de montage permet de garder
ce plaisir d'entendre cette musique, de voir ces images, etc. Et donc, cette dimension proprement sensorielle était là aussi, je pense, très importante dans mon expérience de l'essai. Alors, je vais à la fois streamer le film et mettre en lien dans le chat la page Vimeo sur laquelle se trouve l'essai si éventuellement votre connexion n'est pas suffisamment bonne. Quelquefois, ça saute un petit peu quand on partage des images en mouvement sur Zoom. Donc, c'est possible aussi de le faire directement par Vimeo.